Pour répondre à la question comment diffuser les messages, j'appelle à nouveau le professeur Emmanuel Ruch. Notre échange sera également l'occasion de répondre aux différentes questions qui ont été soulevées notamment par Marie-Christine Lanoux il y a un instant. Donc déjà, à travers cette vidéo, on voit l'importance d'un message adapté, relayé et accessible du professionnel de santé vers le patient. La question finalement est de savoir comment réussir ce maillage. Nous souhaitions profiter de cette restitution pour compléter les pistes abordées au mois de novembre dernier, notamment sur les questions relatives à l'intégration, à la coordination et à la formation de cet ensemble d'acteurs. Donc tout d'abord, pour avoir connaissance du message, il faut être un maillon dans la chaîne de diffusion. Deux questions se posent. La première, c'est comment réussir à intégrer l'ensemble des acteurs liés à cette diffusion du message. Et dans un second temps, pourriez-vous rebondir sur l'idée d'intégrer les patients ou représentants d'associations de patients au sein des facultés ou autres instituts de formation afin de confronter les différentes visions, mais également forcer à l'écoute de l'ensemble des parties prenantes, à savoir médecins, pharmaciens, infirmières ou autres professionnels de santé. Je vais peut-être commencer par la dernière question, sur l'intégration des usagers et des représentants d'usagers dans les instituts de formation qui avait été abordée lors des états généraux déjà. Moi, pendant ma formation de médecin, j'ai bénéficié grandement des patients et des usagers parce que dans le champ des professionnels de santé, la formation initiale, on a cette chance extraordinaire, c'est que c'est une formation en alternance en fait. Le matin, je suis à la faculté de médecine, l'après-midi, je suis au lit du patient à l'examiner ou dans un cabinet de médecin généraliste, comme ça peut se développer maintenant également dans la formation deuxième cycle. Donc d'une certaine façon, les usagers, ça fait très longtemps qu'ils participent à la formation des professionnels de santé, mais peut-être de façon un peu involontaire, on va dire. Et certainement pas dans une position sociale de partenaire de l'équipe de soins, mais dans une position de malade et de patient. Donc je pense qu'il y a aujourd'hui un consensus qu'on retrouve dans la grande conférence de santé qui a eu lieu il y a quelques semaines, quelques mois, et puis qui avait été reprise également par la conférence nationale de santé sur le fait qu'il est important d'introduire les usagers dans les instituts de formation, non pas tant en tant que patients et malades au sens de corps sur lequel on puisse expérimenter, mais au sens de partenaires. Alors il y a deux façons. Il y a d'une part un niveau où l'usager ou le représentant d'usager participe activement à l'enseignement, c'est-à-dire participe à la conception des objectifs pédagogiques, au déroulement de la formation et à l'évaluation de cette formation. Ça, c'est un premier niveau de participation des usagers dans les instituts de formation. Et puis, il y a un deuxième niveau qui est le représentant ou les représentants d'usagers sont présents dans l'institut, mais en fait dans les instances stratégiques et politiques de l'institut de formation et vont avoir un mot à dire également dans la définition des cursus de formation. Alors, c'est un peu ce que l'on voit apparaître dans un certain nombre d'universités. Si je prends la faculté de médecine de Tours, on voit les représentants d'usagers qui sont dorénavant dans les instances de la faculté de médecine. Et je pense que ce regard croisé est vraiment très important. C'est en même temps la reconnaissance de la place des représentants des usagers. Et derrière les représentants d'usagers, c'est la reconnaissance de la place des droits des usagers. C'est-à-dire le droit à l'information, on parle beaucoup d'information, le droit à l'explication, au consentement éclairé, et ceci, ça passe par le positionnement des représentants d'usagers dans ces instituts de formation. Donc ça, c'est un premier élément d'évolution qui est, comme je le disais dans ce qui a été projeté, qui me semble vraiment indispensable et fondamental, mais qui va prendre un peu de temps.
qui va apprendre parce qu'on bouscule les habitudes et on bouscule des modes de fonctionnement qui existent. Il y a un deuxième élément de réponse, alors peut-être plutôt sur la première question, qui est on a besoin d'une cohérence, c'est-à-dire entre les pharmaciens, les médecins, et c'est vrai qu'on a beaucoup de mal quand même aujourd'hui dans nos structures de formation à ne pas être dans des tuyaux d'orgue. On a la faculté de médecine, la faculté de pharmacie. Alors il y a quelques régions où on a une faculté de santé, si je puis dire, mais à côté de ça, on a les instituts de formation en soins infirmiers, les ergothérapeutes, les manipulateurs radio, et j'en passe, et j'en oublie certainement. Donc il y a un moment, effectivement, où il faut qu'on puisse réaliser des formations qui soient des formations pluriprofessionnelles, parce que la prise en charge des patients aujourd'hui, c'est souvent pour des patients atteints de maladies chroniques et que ça nécessite tout un ensemble de professionnels. Et du coup, il faut aller vers des formations qui soient des formations pluriprofessionnelles. Alors, sur la faculté, toujours si je reprends l'exemple de la faculté de Tours, on a la mise en place, le déploiement d'un collégium santé. Donc, moi, je trouve ça merveilleux. Ça va nécessiter, là encore, beaucoup d'énergie, certainement, mais c'est vraiment indispensable. Il y a eu une tentative récemment d'une formation pluriprofessionnelle à Bourges entre différents professionnels paramédicaux notamment. Voilà, mais le chemin est encore long. Alors ça faisait partie de ma deuxième question, en effet, c'est que face à la diffusion d'un message, on est confronté à une pluralité d'acteurs et donc ça va forcément nécessiter une coordination entre tous. Donc ma question était de savoir s'il y avait des outils ou une législation qui était mise en place pour forcer à la coordination. Donc vous avez apporté de premiers éléments de réponse en termes de formation. Est-ce que vous pourriez peut-être aussi citer quelques exemples de coordination ou d'outils qui sont mis en place dans le cadre par exemple du parcours de soins ou comment en pratique aujourd'hui la coordination peut être faite entre les différents acteurs? Alors, on voit bien qu'autour d'un patient, on est dans l'idée d'un parcours de santé, d'un parcours de soins, voire d'un parcours de vie parfois, mais en tout cas d'un parcours de santé. Et du coup, il y a la problématique de l'équipe ou des professionnels qui accompagnent le patient au cours de ce parcours de santé. Alors, je dirais qu'il y a plusieurs situations. Il y a des situations, entre guillemets, au sein du milieu hospitalier, si je ne considère que l'enceinte de l'hôpital, où il y a des pratiques d'équipe de soins, où ça fait longtemps qu'on travaille en principe en équipe avec différents professionnels de santé. On voit bien aussi qu'en milieu libéral, il y a parfois des équipes qui existent, qui ne sont pas forcément formalisées, mais des gens qui ont l'habitude de travailler entre médecins généralistes traitants ou en pharmaciens, kinés, pédicures, etc. Et puis on voit aussi que dans ce monde libéral, c'est parfois plus difficile de constituer ces équipes parce que pour des raisons historiques et sociologiques, on est sur des professionnels qui ont parfois une vision un peu individualiste, ou en tout cas un fonctionnement un peu individualiste autour de la prise en charge. Donc, il y a des dispositifs qui se développent aujourd'hui, du coup je réponds à la côté un peu législatif et réglementaire, autour du développement des maisons de santé pluriprofessionnelles, pluridisciplinaires, qui sont des occasions de rajouter de la cohérence, qui sont des occasions de favoriser le travail d'équipe et qui... Quand on me parlait de ces maisons de santé pluriprofessionnelles il y a 5 ou 7 ans, je me disais, oh oui, bon, ça va être long. Mais finalement, ça va plus vite, même si ça reste minoritaire dans l'exercice, mais on voit bien quand même que ça va plus vite que je ne le pensais initialement et qu'il y a un champ qui se développe là. Dans la loi de modernisation du système de santé, on peut peut-être aussi citer les plateformes territoriales d'appui qui ont une fonction d'appui auprès des professionnels de santé, libéraux surtout, pour la coordination de parcours de santé complexes et qui peuvent être des dispositifs aussi d'amélioration de la cohérence. Parce que je pense que c'est vraiment un enjeu, cette cohérence entre professionnels de santé avec le patient est un enjeu essentiel et nos amis anglo-saxons qui ont fait des études sur ce sujet-là nous montrent que quand il n'y a pas de cohérence entre les professionnels de santé, on aggrave la situation du patient dans son inquiétude, dans son angoisse et dans la qualité de la prise en charge. Donc comme on est sur des maladies chroniques qui vont être dans une durée temporelle importante, c'est vraiment un enjeu
à mon sens, essentiel. Alors, à côté de ça, ça veut dire qu'en termes de formation, c'est ce qui a été déjà évoqué, mais ça veut dire qu'il faut que les professionnels ou les futurs professionnels de santé, on développe des ingénieries de formation qui favorisent le travailler ensemble, en équipe. C'est parce que c'est pas forcément dans nos gènes, j'allais dire, dans le domaine de la santé. Deuxièmement, il faut qu'on favorise des relations, des compétences relationnelles et communicationnelles. Et puis, il faut certainement qu'on favorise aussi ce que nos amis anglo-saxons appellent un peu comme la littératie en santé, les compétences interculturelles, c'est-à-dire la capacité du professionnel à s'adapter aux patients, mais aussi à s'adapter aux autres professionnels. Parce que travailler avec une aide-soignante, c'est pas la même chose que travailler avec un autre médecin, c'est pas la même chose que travailler avec un pharmacien. On est dans des groupes sociaux qui ont des caractéristiques différentes. Et c'est vraiment impossible, c'est très important d'en tenir compte. Donc si on devait catégoriser cette coordination entre les différents professionnels de santé, on pourrait dire qu'il y a à la fois des dispositifs de formation, à travers ce qui peut être fait au sein des universités par exemple, et aussi des dispositifs plus institutionnels comme, vous parliez des maisons de santé pluridisciplinaires par exemple. Et donc troisième question, donc justement pour éviter une mauvaise compréhension, il faut être prêt à émettre et recevoir le message, c'est ce que vous commenciez à dire, et du coup ce qui peut demander des compétences particulières, non seulement pour les professionnels de santé mais aussi pour les patients, et l'une des clés à l'acquisition des compétences, je pense que ça fait l'unanimité dans le débat de ce soir, c'est la formation. Alors la formation, elle peut être vue à deux niveaux, le savoir à travers les connaissances, mais également le savoir-faire relatif à la communication de ces connaissances. Vous en parliez quand vous parliez de différentes cultures et s'adresser aux différents professionnels de santé. Donc autrement dit, comment réussir dans un premier temps la mise à jour continue des connaissances de l'ensemble des professionnels de santé, notamment dans un contexte d'innovation thérapeutique grandissant, mais aussi comment être formé à la pédagogie dans la diffusion d'un message. Aujourd'hui, existe-t-il des modules spécifiques dédiés à la pédagogie au sein des formations, par exemple à la faculté de médecine ou de pharmacie ou dans d'autres instituts de formation? Alors, il y a la prise en compte progressive de cette préoccupation d'avoir des compétences en communication, en relations interculturelles, et on l'abordera certainement aussi sur les compétences simplement éducatives en fait, puisqu'on considère aujourd'hui qu'un professionnel du soin, de la santé, est un éducateur. C'est très largement partagé, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 20 ans, quand j'ai fait mes études, on n'en parlait jamais. Peut-être que j'étais absent de mes études, mais j'ai l'impression qu'on n'en parlait pas beaucoup. Donc on voit bien l'évolution. Alors, je pense aussi qu'un certain nombre d'instituts de formation paramédicale, finalement, ont sans doute un temps d'avance sur cette réflexion de l'éducateur. Et que sur les formations médicales, je parlerai que de la médecine, de ce que je connais un petit peu, voilà, on a certainement un chemin à rattraper, entre guillemets, de ce côté-là. Alors, ça peut aller vite parce qu'on a des dispositifs, le développement des centres de simulation, avec la mise en place des jeux de rôle. On voit bien qu'il y a tout un ensemble d'éléments, de dispositifs pédagogiques qui se mettent en place très rapidement aujourd'hui, je trouve, et qui sont très stimulants. Je pense aussi que, comme je le disais tout à l'heure, on est dans des formations en alternance, sauf qu'on ne les a pas forcément travaillées en termes de pédagogie comme des formations en alternance. C'est tellement intuitif chez nous d'être en partie auprès des patients, puis de revenir à la faculté, comme dans les instituts de formation en soins infirmiers. On a quelques semaines dans des services ou dans des EHPAD, et puis ensuite on revient à l'institut de formation, sauf qu'on ne l'a pas forcément travaillé comme des dispositifs d'ingénierie de formation en alternance. Et du coup,
finalement, on a tout ce qu'il faut pour faire ce dispositif pédagogique, mais il faut le travailler, le réfléchir et le rendre explicite. Alors ça, c'est pour la formation initiale. Se pose la question de la formation continue. J'ai cru entendre dans vos paroles, en tout cas. Et ça, c'est un serpent de mer, la formation continue des professionnels de santé. Hein, le développement professionnel et continu, le DPC, hein, comme on dit aujourd'hui, qui pose beaucoup de questions, parce que les besoins en termes de formation continue sont immenses. On sait qu'au bout de 5 à 10 ans d'exercice professionnel, la moitié du bagage thérapeutique qu'on a appris est tombé en désuétude, en obsolescence. Donc on a un besoin de remettre à niveau ces compétences qui est très important. Ça nécessite donc un financement important, ou des ressources en tout cas importantes. Et c'est une obligation réglementaire. Voilà, donc on a les bases de tout ça, sauf que la mise en œuvre de ça fait l'objet d'errance depuis un certain nombre d'années, pour ne pas dire de décennies aujourd'hui. Est-ce que l'industrie pharmaceutique détient un rôle justement dans la formation des professionnels de santé ? Alors, l'industrie pharmaceutique, je pense, revendique un rôle, et au travers des visiteurs médicaux, a revendiqué un rôle d'information, hein, historiquement, je pense. Après, on voit bien le conflit d'intérêts qui était évoqué tout à l'heure. Il y a un conflit d'intérêts. Donc, on ne peut pas laisser la formation des professionnels de santé dans ce cadre-là. Mais par contre, on a besoin de mettre en place des dispositifs de financement de la formation continue ou du développement professionnel continu des professionnels de santé qui puissent garantir, entre guillemets, l'équilibre entre, d'une part, le financement et d'autre part, l'indépendance des formations qui sont mises en œuvre. D'accord, très bien. Je vous remercie pour l'ensemble de ces éléments de réponse. Donc merci beaucoup, professeur Ruch. Merci à vous.